Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons plonger au-delà des apparences pour explorer les fondations cachées et douloureuses d'une personnalité complexe, le narcissisme. Lorsque nous évoquons le narcissisme, notre esprit se tourne presque instinctivement vers ce qui est visible, ce qui nous heurte de plein fouet. Nous pensons au sentiment de supériorité, à l'égoïsme pathologique, à la grandiloquence, à l'arrogance. Nous identifions la quête incessante de statut, la manipulation, le gaslighting, le besoin de contrôle, la domination, et parfois, un esprit de vengeance implacable. Et c'est tout à fait normal, car ce sont ces comportements qui nous affectent directement, qui laissent des cicatrices dans nos vies. Mais une fois que nous avons identifié ces signaux d'alarme, une question plus profonde et plus lancinante émerge. Pourquoi? Pourquoi une mère, un père, un conjoint, un ami, un frère ou une sœur est-il ainsi? Cette question du « pourquoi » nous ouvre les portes d'un monde intérieur complexe. La réponse n'est jamais simple. Le narcissisme prend racine dans le développement de l'individu, dans une accumulation d'expériences durant l'enfance. Il existe de multiples chemins qui forgent une personnalité. Beaucoup de personnes narcissiques ont connu des épreuves durant leurs jeunes années, des traumatismes, de la négligence, des abus, un environnement chaotique. Parfois, cette adversité se cache derrière une façade de confort matériel. Imaginez une belle maison, des parents puissants, une piscine dans le jardin, des fêtes d'anniversaire spectaculaires. Mais dans cette opulence, les parents ne voyaient leur enfant que comme un objet, un accessoire pour leur propre image, ne lui accordant de l'attention que lorsque cela leur convenait. C'est une forme de négligence émotionnelle tout aussi dévastatrice. À l'inverse, d'autres ont été élevés par des parents excessivement indulgents, qui leur ont répété à l'envi qu'ils étaient plus spéciaux que les autres, qu'ils ne pouvaient jamais avoir tort. Cependant, même dans ce cocon doré, ces parents restaient émotionnellement indisponibles. Ils se retiraient ou punissaient l'enfant dès que celui-ci ne se conformait pas à l'image parfaite qu'ils attendaient de lui. Face à ces mêmes conditions, deux enfants peuvent emprunter des chemins radicalement différents. C'est ici qu'intervient le tempérament. Un enfant, avec une certaine prédisposition, développera le narcissisme comme une armure, s'engageant sur une voie d'antagonisme pour le reste de sa vie. Un autre enfant, au tempérament différent, pourra développer une tendance à la conciliation à l'extrême, une hyperflexibilité, répondant aux attentes des autres par anxiété, dans un effort constant pour maintenir la paix. Ceci nous amène au cœur du sujet, la face cachée du narcissisme. Le véritable moteur de ces comportements n'est pas la force, mais une immense fragilité. C'est une combinaison d'insécurité profonde, d'un ego aussi fragile que du verre, d'une honte dévorante et, par-dessus tout, d'une peur panique d'être ordinaire, banal. Ces éléments sont les plaies ouvertes de la personne narcissique. Et si l'on y touche, même légèrement, la réaction est immédiate et violente. Comme pour une blessure physique à vif, la personne sursautera de douleur ou se mettra en colère. C'est ce qui se passe en thérapie. Si un thérapeute aborde trop vite les comportements problématiques, ou même s'il montre trop d'empathie pour la vulnérabilité du patient, il risque de déclencher une rage défensive. Cette face cachée est une zone de souffrance brute. Y toucher, c'est provoquer une tempête. Cette réalité est déroutante pour tout l'entourage. La personne narcissique elle-même est coupée de cette partie d'elle. Elle ne peut pas la nommer, elle l'a refoulée hors de sa conscience. Au lieu de pouvoir prendre du recul et dire « Je réagis de manière excessive parce que cela touche une vieille blessure, ou mon besoin d'être spécial compense ma faible estime de moi, c'est pourquoi la critique est si difficile », elle explose. N'attendez jamais une telle introspection. Lorsque la honte est activée, la réaction est soit une rage manifeste, soit une agression passive, soit la création du chaos, soit la planification d'une vengeance. Cette insécurité fondamentale pousse la personne à ériger des défenses grandioses toujours plus hautes et plus solides. L'ego fragile signifie qu'elle est constamment sur la défensive, la peau à vif, prête à provoquer ou à chercher le conflit au moindre regard de travers. Pour vous, qui êtes en relation avec une telle personne, cela signifie que vous devez constamment gérer quelqu'un qui s'accroche à des croyances illusoires sur sa propre importance. Cela se traduit par un égoïsme flagrant, un manque de considération pour vos sentiments, et une perception démesurée de ses propres besoins. D'une manière presque infantile, elle croit sincèrement que vous devriez être capable de lire dans ses pensées, et qu'elle devrait pouvoir dire tout ce qu'elle veut sans aucune conséquence.
Vous vivez avec une poudrière, quelqu'un qui peut exploser à tout moment. Une remarque anodine que vous avez faite un lundi peut soudainement devenir une insulte intolérable le mardi. Et bien sûr, la honte, toujours présente, est souvent projetée sur vous. On vous accusera d'être une personne colérique et mesquine, alors qu'en réalité, c'est un portrait d'elle-même qu'elle vous renvoie. Mais voici le piège le plus dangereux. Cette face cachée, cette vulnérabilité, suscite l'empathie. En tant qu'être humain empathique, vous pouvez voir les liens. Vous pouvez relier les points entre ses difficultés d'enfance, les parents désintéressés, égoïstes, cruels ou abuseurs, et son comportement actuel. Vous voyez l'origine de sa honte, de son insécurité, de son ego fragile. Et si vous aimez cette personne, vous voulez l'aider, lui offrir un espace pour guérir. Cependant, si vous essayez de faire ces liens pour elle, de lui montrer sa propre blessure, elle se déchaînera contre vous. Car en faisant cela, vous sous-entendez qu'elle est vulnérable, qu'elle est faible, qu'elle n'est pas parfaite. Votre volonté de comprendre son histoire dans sa globalité peut se retourner violemment contre vous. Même si vous percevez son comportement actuel comme une réponse traumatique, la question que vous devez vous poser est la suivante. Combien de temps pouvez-vous endurer d'être maltraité, en continuant à attribuer son comportement à ses traumatismes passés, surtout si cette personne ne fait absolument aucun effort pour y remédier? Comprendre l'origine de la cruauté ne la rend pas moins douloureuse. La forte corrélation entre le narcissisme et l'agressivité, bien établie par la recherche, est directement liée à cette face cachée. L'agressivité est toujours juste sous la surface, car la honte bouillonne en permanence. La personne narcissique est préparée à être lésée par le monde, si bien qu'un simple regard de côté peut déclencher une colère explosive. Elle perçoit souvent chez les autres les intentions qui sont en réalité les siennes. Elle est exploiteuse, mais persuadée que ce sont les autres qui cherchent à profiter d'elle. La vengeance et l'esprit de revanche sont au cœur de leur vision du monde. C'est pourquoi les divorces, les ruptures de contrat ou les partenariats professionnels avec des personnes narcissiques finissent si souvent dans le chaos et les poursuites judiciaires. La vie est une sorte de grand fantasme de revanche. Se venger est un moyen de reprendre un pouvoir qu'elles estiment leur avoir été volé, et de punir ceux qui les ont rejetés. Cette agressivité se manifeste partout, violence physique, abus émotionnels et psychologiques, harcèlement, et même trolling en ligne. La peur d'être ordinaire est l'obsession qui alimente tout le reste. Gagner, avoir un statut, être spécial, attirer l'attention. Tout cela est un rempart contre le vide. Être ordinaire signifierait perdre ses défenses grandioses et devoir faire face à cet état insupportable de malaise, de honte et de vulnérabilité. Alors oui, voir quelqu'un hurler sur un serveur dans un restaurant ou exiger que les autres suivent des règles qu'il ne respecte pas lui-même est révoltant. Mais ce qui piège les survivants, ce n'est pas ce comportement visible. C'est la face cachée. Car c'est de là que viennent les rationalisations et la pitié. Vous vous dites peut-être, je sais qu'il ou elle me traite mal, mais c'est à cause de sa honte, de sa vulnérabilité, de son traumatisme. Il est essentiel d'avoir de la compassion et de l'empathie pour cette souffrance cachée. Mais il est tout aussi essentiel de vous donner la permission de vous protéger et de vous désengager. La compassion ne signifie pas que vous devez souffrir. La compassion, c'est voir et comprendre la réalité de la situation. Vous pouvez ressentir de la pitié, peut-être de la sympathie, tout en faisant le choix de vous sauver vous-même. La compassion ne doit jamais devenir un sacrifice qui mène à votre propre destruction. La compassion est une prise de conscience, qui doit s'accompagner de l'engagement à prendre soin de vous avant tout. Ce n'est pas facile. Mais comprendre cette face cachée est la clé. Non pas pour excuser le comportement, mais pour comprendre pourquoi il ne changera probablement jamais, et pourquoi votre seule option est de choisir votre propre bien-être. Si cette exploration de la psyché humaine vous intéresse, nous vous invitons à nous suivre pour de futures discussions. Merci.